Sous les projecteurs, une série balado produite par Culture Lanaudière. Bienvenue à cette 4e saison de Sous les projecteurs, le balado qui met en lumière les lauréats 2025 des Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière. Je suis Mathieu Lagacé et j'ai la chance d'être le nouveau directeur général de Culture Lanaudière. Pour ma première année en poste, j'avais envie de prendre le temps de vraiment connaître les artistes et travailleurs culturels qui font vibrer notre région. Ce balado est vraiment une belle occasion pour échanger avec eux, écouter leur parcours et comprendre ce qui les anime. À travers ces conversations, je vous invite à découvrir avec moi les personnes derrière les créations et les projets, les moments déterminants et les défis surmontés. Ensemble, célébrons ces talents qui enrichissent notre territoire et laissez-vous toucher par leur histoire. Bonjour, aujourd'hui à Sous les projecteurs, nous avons la chance d'accueillir Céline Desjardins, artiste textile et teinturière traditionnelle. Céline, bonjour. Bonjour. C'est un honneur de vous rencontrer aujourd'hui. Bien de parler de votre parcours, votre cheminement. On parle de teinturière traditionnelle et l'aventure a commencé autour de 2004, si j'ai bien compris. Oui, en fait, en 2004, j'ai commencé à teindre de la laine de façon autodidacte. J'aimais beaucoup la fibre. J'ai grandi dans une entreprise textile. Mes parents avaient une entreprise dans ce milieu-là. Et ma mère a toujours aimé la fibre, le textile. Alors, ça m'a été transmis quand j'étais très jeune. Et je me suis mise à teindre de la laine de mouton avec des fleurs que je cueillais dans mon jardin. Et là, l'horreur, ça fonctionnait pas tout le temps. Ça sentait le mouton à plein nez dans la maison. C'était épouvantable. Mais en fait, j'ai eu la piqûre parce que je me disais, wow, il y a moyen de faire des couleurs à partir de matière végétale et de matière naturelle. Mais c'est vraiment fabuleux, c'est incroyable. Je veux apprendre ça, moi. Alors, 2004, et vous avez expérimenté autodidacte, vous avez découvert différentes recettes et différentes techniques, et tout a été chamboulé, tout a changé en 2014 avec la rencontre avec Marie-Berthe Guilbeault-Lanois. Effectivement, quand j'ai rencontré Marie-Berthe, ça a été un coup de foudre. Elle savait faire des belles couleurs foncées à partir de plantes colorantes et d'insectes colorants. Et ça me fascinait. J'ai dit, mon Dieu, moi, je vais apprendre ça. Mais Marie-Berthe Guilbeault-Lanois, elle, c'est une flécheuse. Elle faisait des ceintures fléchées. Elle est chevronnée et avec de grands talents, d'ailleurs. Et elle faisait des ceintures fléchées à facture ancienne avec de la couleur naturelle. Et ça, c'était fabuleux. Moi, j'ai dit, je veux apprendre ça. Mais cette dame-là, elle enseignait uniquement aux gens qui faisaient de la ceinture fléchée au départ. Et là, moi, je faisais pas de ceinture fléchée. Moi, j'aimais le tricot, le tissage, j'aimais les arts textiles, mais pas... En fait, c'était pas ma tasse de thé de faire des ceintures fléchées. C'est une autre technique, complètement. On est complètement ailleurs, puis c'est vraiment extraordinaire. Et là, j'ai dit, s'il faut que j'apprenne à faire du fléché, je vais apprendre. Et puis là, on était avec Métiers et Traditions dans le Vieux-Longueuil, au Parc Saint-Marc. Je me rappelle encore de l'endroit. Une belle journée. Et chaque fois que j'avais une pause, j'allais la voir. Puis là, je la tannais avec ça. Je disais, je veux que vous me montriez à teindre la laine. Je veux apprendre ça. Ça fait des années que je cherche quelqu'un pour me le montrer. J'en fais déjà, mais j'arrive à faire des couleurs qui sont pas nécessairement foncées, qui sont pâles, pas nécessairement lumineuses. Je veux apprendre ce savoir-faire-là. Et là, elle me disait non au départ. Puis là, j'ai donné mon nom. Puis là, j'allais la voir à chaque fois que j'avais une pause, toute la journée. Et puis à un moment donné, elle m'a dit, « Tu veux apprendre ça? Tu vas travailler, ma petite fille. » Et là, j'ai dit, « Oui, je suis prête à travailler. Je veux vraiment l'apprendre. » Et puis, elle m'a téléphoné. Elle avait son atelier à cette époque-là à Berthierville. Et j'ai passé finalement 5 saisons de teinture sur 5 années à son atelier avec elle, à apprendre tous les rudiments de cette technique, de toutes les techniques, en fait, de ce savoir-faire traditionnel-là, qui était en train de disparaître parce qu'on est très, très peu au Québec à teindre de la laine de façon traditionnelle. Effectivement, c'est une technique qui se perd parce qu'il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de traces, ça n'a pas été archivé encore à ce jour. C'est un moment-là. On reviendra un peu plus tard. Suite à ta rencontre avec Marie-Berthe, après avoir accès à
autant d'apprentissage, de connaissances. Tu as travaillé un projet avec ton conjoint, celui du pavillon de teinture Desjardins-Foisy. Parle-nous-en un peu. Ce beau pavillon de teinture-là est arrivé en 2019. J'ai eu l'idée de construire un espace sur le terrain. Nous, on est à Saint-Damien, au nord de la Naudière. Et on avait assez de place pour pouvoir construire un pavillon. Mais il s'agissait de le concevoir parce que ce pavillon de teinture-là, il n'y avait pas de plan nulle part, là. On n'avait pas trouvé rien. Alors, on l'a créé. On a dessiné des plans. On a demandé nos permis à la municipalité, évidemment. Et puis, ils trouvaient l'idée vraiment intéressante. Les gens à la municipalité trouvaient ça vraiment le fun. Et puis, on a acheté des matériaux. On a tout fait ça en bois. C'est vraiment noble. C'est vraiment... c'est très, très beau, d'ailleurs. Et c'est un bel espace pour travailler parce que il faut dire que lorsqu'on fait de la teinture végétale naturelle, nous, on est traditionnel de A à Z. On fait ça sur feu de bois. Donc, on avait besoin d'installer des poêles à bois pour pouvoir travailler convenablement. Et on a des espèces de gros chaudrons en fonte de fer avec un foyer en dessous intégré. En dessous du chaudron. Alors là, ça prenait des cheminées réglementaires. Il fallait vraiment s'installer de façon sécuritaire aussi. Alors, dans ce pavillon de teinture-là, on a été capable d'installer 3 poêles à bois anciens, 2 qui sont datés de 1901 et un de 1933. On est très fiers de nos équipements. Et puis, avec des longues cheminées pour ne pas se faire boucaner quand on travaille, parce qu'on fait ça à l'extérieur. La teinture naturelle, on ne fait pas ça à l'intérieur, on fait ça à l'extérieur. Et on fait ça du mois de juin. Nous, chez nous, après les mouches, le temps des mouches en juin, on commence normalement autour de la Saint-Jean-Baptiste et on va jusqu'à l'Action de grâce. Donc, on a à peu près 5 mois. Notre saison de teinture est autour de 5 mois. Alors, dans le pavillon de teinture, bien, c'est le fun parce qu'on a des cuves de lavage, on en a installé 2, on a tout ce qu'il faut pour travailler sans avoir le dos tout le temps penché, etc., etc. Parce qu'avant, on faisait ça sur des petits poêles à gaz propane, dans des chaudrons pour faire du cuire du maïs, là, pour les fameux chaudrons à épluchettes de blé d'Inde. On faisait ça comme ça, mais on n'était pas installés c'était un peu bancal. Et puis, nous, ce qu'on voulait, c'est que ce soit confortable pour en faire une production puis en faire vraiment notre métier. C'était pas un hobby, c'était vraiment un travail pour nous. Et puis, parce qu'une fois que la laine est teinte, les autres mois de l'année, nous, on la transforme. Puis, il y a des vidéos qui existent qu'on voit travailler sur le pavillon. Tout est prévu, tout est pensé, les rangements des différents types de chaudrons, des accrochages pour faire sécher la laine par la suite. C'est vraiment superbe. Là, on pourra mettre un lien vers la vidéo là, en vignette. D'ailleurs, on parlait de chaudron tantôt. Ce que je comprends, c'est le type de chaudron a un impact sur la couleur finale. Effectivement. On travaille principalement dans des chaudrons en fonte de fer, mais il y a plein de couleurs qu'on ne peut pas arriver à faire avec un chaudron en fonte de fer, entre autres les rouges. Les rouges, on doit absolument utiliser un chaudron en cuivre ou en étain. Alors, c'est obligatoire, sinon on n'arrive pas à faire des beaux rouges éclatants. Alors, tous les métaux, en fait, sont importants dans les recettes. Il n'y a pas juste la plante, mais il y a aussi le choix du chaudron. Ça va faire des différences. Comme moi, je travaille avec la cochenille. Et puis la cochenille, si je la fais dans de la fonte de fer, j'arrive à obtenir des vieux roses, des roses antiques, un peu grisonnants, magnifiques d'ailleurs. Mais si je fais de la cochenille dans un chaudron en acier inoxydable, ben ça donne du rose bonbon complètement différent. C'est très important. L'oxydation va altérer la couleur et va la changer, mais c'est pas inintéressant. Là. Au contraire, plus on comprend comment ça fonctionne, cette mécanique-là, plus qu'on arrive à contrôler les couleurs qu'on veut faire. Je présume que la température à laquelle qu'on fait cuire la teinture a un impact aussi. Oui, c'est très important. D'ailleurs, quand on teint, qu'on est autour des chaudrons dans le pavillon de teinture, bien, il faut vraiment bien surveiller la température de tous nos chaudrons parce que souvent, on a 2, 3, 4 recettes en même temps là, qui sont en branle, si je peux dire. Il faut vraiment tout surveiller ça parce qu'il ne faut jamais faire bouillir. Et j'explique pourquoi. Si on fait bouillir de la laine dans un chaudron, elle va feutrer. Alors, c'est pas ce qu'on veut. On veut surtout pas que la laine feutre.
Une fois que c'est teint, on veut pouvoir utiliser cette fibre-là pour la transformer en faire autre chose, fait qu'elle ne doit pas être feutrée. OK. La laine feutrée, ce qui veut dire, elle devient plus raide? Une laine feutrée, en fait, c'est... si on regarde une fibre de mouton, parce que moi, je suis spécialisée sur de la fibre de mouton, le mouton, l'agneau, si on la regarde au microscope, en fait, c'est toutes des petites écailles. Hein? Si on regardait ça, là, c'est comme toutes des petites écailles de chaque côté de la fibre. Mais ces écailles-là, ils vont s'imbriquer les unes dans l'autre avec l'eau chaude, parce que ça fait ouvrir les écailles. Ils vont toutes s'imbriquer les unes aux autres. Puis ça va faire comme une fibre solide. Ça devient comme, au lieu d'avoir plein de fibres une à côté de l'autre, bien, ça fait juste un moton, si je peux dire ça comme ça, là, juste un morceau. Alors, c'est pas ce qu'on veut. On veut pouvoir utiliser la laine et qu'elle se déroule, mettons, dans notre balle de laine, qu'elle se déroule de façon continue sans accrocher la fibre de l'autre fibre. Je sais pas comment l'expliquer, mais l'autre fibre à côté. Ça donne une douceur un peu plus... Oui. C'est très important de ne pas faire bouillir. Nous, on travaille principalement avec des températures autour de 85-90 degrés Celsius, juste avant le point d'ébullition. Fait que souvent, à l'œil, on le voit. Quand je vois que ça commence à fumer là, dans le chaudron, là, on voit la vapeur qui sort, là, surtout à l'automne, quand c'est un peu plus frais, on le voit plus facilement. Mais quand la vapeur commence à sortir du chaudron, là, oups, il est temps de prendre notre température parce qu'on est proche du point d'ébullition et il ne faut pas que ça bouille. Fait qu'on a des pinces à bûche. On prend la bûche qui est dans le poêle à bois, puis on la sort de là, puis on la met dans un autre poêle à bois où est-ce que la température est plus basse, qu'on peut se permettre de continuer à chauffer. Alors, c'est très important de bien contrôler ça. Et c'est très physique comme travail. Ça tient pas mal en forme parce qu'on chauffe au bois. Hein, puis, Bien, c'était le défi, là, ça que je me disais, là, de comment bien contrôler la température. Et les essences de bois qu'on brûle, je présume, fait la différence aussi pour... Ah oui, il y a du bois qui chauffe vite, puis il y a du bois qui chauffe plus lentement. C'est tout un art. Oui, tout un. Qui est important de ne pas perdre, justement, pour l'ensemble de l'œuvre. Oui, puis tu sais aussi, je dis que c'est physique comme travail, mais les plantes avec lesquelles on travaille, on ne peut pas les acheter chez Métro ou bien chez IGA. Là, ça n'existe pas. Là. Il faut aller les cueillir. Alors nous, on travaille principalement avec des racines, des tiges, des feuilles, des fleurs, des écorces, des branches. Alors tout ça, il faut aller le cueillir dans la nature. C'est que vous qui allez cueillir toi et ton chum qui allez cueillir ça. Ah oui, mon chum, c'est mon allié. En fait, c'est mon partenaire de vie, mais c'est mon partenaire de travail. Principalement, oui, c'est nous qu'on va cueillir. Mais, il y a des voisins, des fois, qui me disent « Hey, j'ai reçu du bois de corde, puis c'est du boulot, puis là, l'écorce, elle se détache, puis là, moi, je sais pas quoi faire avec ça, j'en ai pas besoin. Tu prendrais tout ça? » Hey, je comprends donc. Moi, je vais faire une belle teinture à l'écorce de bouleau avec ça. Fait qu'il y a des gens, des fois, qui m'amènent... j'ai reçu une remorque pleine d'écorce de bouleau. J'en revenais pas. Fait que dans le fond, c'était très précieux pour nous, mais pour la personne qui nous l'a apporté, c'était comme des résidus pas importants. Mais pour nous, c'est précieux. Et j'ai reçu aussi cet automne beaucoup de noix de noyer noir. Et le noyer noir, là, c'est vraiment fabuleux. Ça fait une couleur extraordinaire. Ça sent bon quand ça cuit. Mais ces noix-là sont très dures. Ça a une coque très, très, très rigide. Et c'est l'enveloppe de la noix qui est tinctoriale, en fait, qui nous donne de la belle couleur. La partie à l'intérieur, elle est comestible. Donc, souvent, les gens, ceux qui veulent garder la noix, ils vont enlever la partie à l'intérieur. Ils vont la garder, la partie comestible. Mais l'enveloppe, la coque, bien ça, on appelle ça le brou de noix. Bien ça, c'est tinctorial. Alors, les gens, ils m'appellent et ils me disent « Hey, t'en as-tu besoin? Tu ferais-tu quelque chose avec ça? » Bien sûr. Fait que j'ai un pépiniériste à Saint-Damien. Lui, il cultive des arbres à noix, principalement. Et puis, il me garde tout le brou de noix, là, tout ce qu'il n'y a pas besoin. Lui, il garde la partie comestible, puis moi, je teins avec la partie qui serait des résidus qui sont plus bons, finalement, qui iraient au compost. C'est ce que je lisais, justement, dans la démarche. Les plantes tinctoriales locales, souvent, c'est perçu comme nuisible pour l'agriculture ou c'est les déchets. Fait que il y a un volet éco-responsable aussi dans ce travail-là. Ah, totalement. Je pense à la verge d'or qui pousse sur le long des chemins ou à la prêle qui est très envahissante. Nous, la prêle, ça nous donne un vert sauge absolument extraordinaire. On l'adore.
Bien, les gens, ils trouvent que c'est une plante envahissante, puis c'est des mauvaises herbes. Bien, nous, on est preneurs. Et la verge d'or, c'est pareil. La verge d'or pousse partout. Les gens me disent, viens la prendre chez nous. Moi, ça envahit, puis j'en ai pas besoin. Moi, j'adore ça. Là. On part avec nos sécateurs, puis on va prendre tout ce qu'on a besoin. Puis la verge d'or, c'est le fun parce que toute la plante est tinctoriale au complet, fait que ça me permet de faire 2 bassins de teinture avec une seule plante. Je divise la fleur, uniquement la sommité fleurie, là, la partie florale, je la mets dans un chaudron, puis toute la tige et les feuilles, je la mets dans un deuxième chaudron. Fait qu'en même temps, je fais cuire les deux, puis la sommité fleurie, la belle fleur va me donner un beau jaune éclatant, puis la tige et la feuille vont me donner un beau vert gazon, là, si je peux dire. Fait que c'est vraiment le fun, c'est fabuleux, puis c'est des mauvaises herbes pour les gens. Les agriculteurs, ils détestent ça. Et puis moi, j'ai un voisin qui a comme... il fait l'élevage des veaux. Et puis, c'est drôle parce que les veaux et les vaches, ils mangent tout ce qu'il y a dans le champ, sauf la verge d'or. Ça a goûté trop fort, je sais pas, c'est très drôle, mais quand je vais dans ce champ-là, il faut juste faire attention aux bouses de vache. Là. Mais tout est là, en fait, tout est mangé, sauf la verge d'or. Fait que c'est très facile à récolter. C'est quoi ça en prend en quelle quantité des plantes et tout ça pour réussir à en faire? Parce que vous produisez quand même plusieurs... quel que soit au poids, la laine? Oui, en fait, nous, on a des chaudrons suffisamment grands. C'est très costaud. Hein? Ils sont suffisamment grands pour contenir 1 kilo de laine à la fois. Bon, ça, c'est exceptionnel. Monsieur, madame, tout le monde n'a pas un chaudron pour teindre 1 kilo de laine à la fois. Là, c'est plutôt rare. Mais nous, on peut se permettre de faire ça. Mais vous voyez, la partie de la plante, la plupart du temps, j'ai besoin de 4 fois le poids de la laine. Donc, si je teins 1 kilo de laine, j'ai besoin de ramasser et de déchiqueter 4 kilos de plantes. Parce que la plante, on ne la met pas entière dans le chaudron. Là. Elle est complètement broyée, déchiquetée. Mais ça, c'est quand même long à faire. Là. C'est tout fait à la main, au petit sécateur de jardinier. En fait, on va cueillir, on déchiquette, puis on met ça dans le chaudron, on met de l'eau. Les gens se demandent souvent, avec quoi vous faites ça? Bien, c'est fait avec la plante et de l'eau, tout simplement. Tout simplement. Oui, mais tu vois, la noix de noyer, là, on est à peu près à 20-22 fois le poids de la laine. Quand même. Oui, la plure d'oignon, ça, c'est particulier. La plure d'oignon, c'est très léger, là. Ça me prend 1,5 fois le poids de la laine. Donc, j'ai besoin d'1,5 kg de plure d'oignon pour teindre 1 kg de laine. Bien, 1,5 kg de plure d'oignon, là, ça représente plus que 2 poches de maïs. Vous savez, les grosses poches de maïs, là, bien, ça représente ça, 2 poches de maïs complètes de plure d'oignon. Fait que ça, on peut pas manger ces oignons-là pour ramasser la plure d'oignon, là, juste mon chum puis moi, là, c'est pas assez. Là. On en mange l'oignon, mais pas à ce point-là. Alors ça, c'est notre couleur communautaire. Les gens dans notre communauté ramassent les plures d'oignons durant toute l'année et c'est un petit peu le prix à payer pour venir nous voir. Fait que quand ils viennent nous voir, ils amènent le petit sac, là, le petit ziploc, là, plein de plures d'oignons, là, ou un petit sac de papier plein de plures d'oignons. Ils m'amènent ça, puis nous, on les additionne. Puis à force que les gens nous apportent, bien, on met ça dans la poche de maïs, puis quand elle est pleine, on se dit « OK, on a une demi-recette de ramasser. Lâchez pas, groupe, on en a encore besoin. » On fait des annonces sur Facebook. Bon, puis on dit aux gens, ben, apportez-nous ce qui nous manque. Puis souvent, les gens sont très, très collaborateurs parce qu'étant donné que c'est un projet éco-responsable, la plure d'oignon, les gens, ils la mettent au compost, ils n'ont rien à faire avec ça. Puis nous, ben, souvent, les déchets des gens, c'est de la matière tinctoriale extraordinaire. Bon, on peut lancer l'invitation à nos auditeurs. S'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez amener votre ziploc de pleurs d'oignon chez Culture Lanaudière. On va la transmettre à Céline avec plaisir. Ça va être bienvenu. C'est tout un art, c'est toutes des connaissances qu'on ne doit pas perdre des métiers traditionnels. Et justement, en 2024, continuer un peu sur la ligne du temps, mais 2024, tu as été promu maître de tradition vivant par le Conseil québécois du patrimoine vivant. Oui, j'ai eu la chance de recevoir cette nomination-là. Le Conseil québécois du patrimoine vivant a nommé 15 personnes jusqu'à maintenant au Québec, sur tout le territoire québécois, et je fais partie de ces 15 personnes-là. C'est un très, très grand honneur. Moi, je suis très touchée par ça et j'ai pris ça au sérieux. À partir de ce moment-là, je vais dire le CQPV là, pour le Conseil québécois. Alors, le CQPV...
a un chargé de projet absolument extraordinaire qui s'appelle Gilles Pitre. Et on a travaillé ensemble pour... en fait, lui, il a trouvé du budget. Et moi, j'ai pu avoir la chance d'écrire le cahier didactique pour transmettre ce savoir-faire-là traditionnel qui est presque oublié. Alors, l'idée, c'était que je voulais donner de la formation puis être bien prête à donner une belle formation de qualité. Alors, ça s'est réalisé en 2024. La formation a été construite sur 3 jours. Donc, c'est 3 jours de 7 heures consécutifs, une belle formation de 21 heures. Et il y a eu une première cohorte qui a été formée. Et ces gens-là venaient de partout sur le territoire québécois et avaient déjà une pratique en art textile intéressante. Alors moi, là, je suis très contente de pouvoir avoir formé ces gens-là parce qu'après, ils sont partis dans leur région, dans leur petit patelin, puis ont pu diffuser tout ce savoir-là qui est en train de se perdre. Alors l'idée, c'est qu'on ne veut pas que ça se perde et que les gens continuent à le montrer, à dire que ça existe, qu'il y a quelque chose qui se passe par rapport à ça. C'est pas mort, en fait. Et avec le Conseil québécois du patrimoine vivant toujours, en 2025, on a construit un 2e projet. Et le projet était que j'écrive un livre sur la teinture végétale et naturelle avec ce qu'on a comme ressources sur notre territoire québécois. Et je vais dire territoire québécois, mais je peux dire aussi l'Anaudois. J'aime bien dire ça. Et je trouve ça super intéressant de pouvoir écrire ce livre-là, de léguer quelque chose à la postérité, parce qu'on a des guides qui existent à travers le monde entier. Il y a des livres magnifiques, mais c'est pas nécessairement en concordance avec ce qu'on a sur notre territoire. Les temps de cueillette sont pas les mêmes qu'en Europe, ici au Québec. On n'a pas le même climat. Les températures sont pas les mêmes. Et on n'a pas nécessairement les mêmes espèces et les mêmes sortes de plantes. Ça se ressemble beaucoup, mais il y a quand même des belles différences. Et il y a des plantes qui sont plus importantes que d'autres, entre autres. Parce que moi, j'ai eu la chance d'apprendre avec Marie-Berthe Guibault-Lanois qui, elle, faisait des ceintures fléchées. Et il y avait des couleurs qui étaient très importantes pour la ceinture fléchée. Alors, elle m'a légué ce savoir-là. Mais moi, je suis allée un peu plus loin dans cette démarche-là. Moi, je voulais vraiment arriver à faire l'ensemble du cercle chromatique. Je me disais, il doit y avoir plus que 5-6 couleurs qu'on peut faire avec des plantes. Et j'arrive maintenant à faire tout le cercle chromatique, donc toutes les couleurs que j'ai besoin. J'ai développé des recettes avec des couleurs composées qu'on appelle à partir de 2 plantes. Alors, on teint une première fois avec une plante, puis ensuite, on teint une deuxième fois avec une deuxième plante. Les couleurs sont en superposition les unes sur les autres et j'arrive à faire toutes les couleurs que je veux. Alors ça, il fallait pas... En fait, l'idée, c'était que s'il m'arrivait quelque chose un jour, je voulais pas mourir avec ce savoir-faire-là qui n'aurait pas été transmis. Alors, en écrivant le livre, bien, ça va pouvoir continuer à vivre, même si je suis plus là un jour. Donc, le livre, pour toi, c'est une manière de boucler la boucle, de documenter les connaissances transmises par Marie-Berthe et d'autres porteuses de tradition. Ça doit être difficile de finaliser un livre comme ça, de s'ajuster par rapport aux nouveaux produits, aux changements climatiques et tout ce qui impacte les plantes et qui change les recettes. C'est sûr qu'avec cette année, en 2025, toutes les recettes que j'écrivais de mémoire, je les avais écrites durant le printemps, une partie d'hiver-printemps. Mais quand je suis arrivée dans mon pavillon de teinture, il a fallu que je les expérimente pour être certaine que ce que j'avais écrit, c'était vraiment les bonnes quantités, les bons temps de cuisson, etc. Alors, il a fallu que j'expérimente ça. Et en expérimentant, j'ai encore découvert des nouvelles couleurs que je pouvais faire, que j'avais pas finalisé ou je n'étais pas allée au bout de la démarche. Et j'ai encore découvert des nouvelles couleurs que je pouvais produire cette année. Fait que j'en apprends tout le temps. Là. Il y a tout le temps quelque chose à apprendre là-dedans. Mais le livre, c'est une belle boucle. En fait, je vais boucler ça parce que j'ai une démarche en couleur que j'ai faite durant toute ma vie. Et cette démarche-là, en couleur, à partir des couleurs de synthèse. Mais là, maintenant, elle est uniquement à partir de couleurs naturelles. Et ça, c'est hyper important parce qu'on a oublié qu'on pouvait faire des couleurs sur la fibre à partir de ce qui pousse dans notre environnement immédiat, au coin de la rue, l'autre bord, dans le champ, dans la forêt. Tu sais, on a des ressources champêtres puis des ressources forestières ici au Québec qui sont absolument fabuleuses. Puis on a oublié qu'on pouvait faire de la couleur avec ça. Puis c'est simple à faire. C'est juste de savoir comment.
Moi, je vous entends parler, vous dites c'est simple, mais ça a l'air assez compliqué aussi comme travail. Il faut juste le savoir. La charge de travail, dans le fond, elle est physique. Il faut aller cueillir, etc. Mais il faut juste savoir quelle plante utiliser pour faire quoi. Et c'est ça que le livre va expliquer. Et c'est ça ma grande fierté, parce que c'est pas si difficile que ça. Il s'agit juste de reconnaître la plante. Alors, le livre va bien expliquer tout ça. Puis quoi faire avec. Puis le temps de cueillette. Il y a eu des guides au Québec qui ont été écrits. D'ailleurs, il y en a 2 bons. Il y en a eu un dans les années 40, dans les années 1940, autour d'eux. Il y a une sœur, qui est sœur de Villa, qui avait fait un guide. Mais là, c'était avec des onces. C'était pas des... Il n'y avait pas des grammes, des millilitres. Tu sais, c'est pas des kilos, ça marchait pas dans ces années-là. Fait que les quantités, faut comme tout transposer les quantités. Mais quand même, il y avait eu quelque chose qui avait été écrit là, mais eux autres, ils mettaient des altérants. Ils rajoutaient de l'oxyde de fer, etc. Puis avec le temps, on a vu que ces laines-là, où est-ce qu'on avait ajouté des trucs dans l'eau, ça rendait les laines cassantes. Alors, moi, je ne travaille pas de cette façon-là, mais c'est quand même un bon guide par rapport aux plantes. Et il y en a eu un autre dans les années 70 avec Paulette Marie-Sauvé, qui est toujours vivante d'ailleurs. Paulette, elle avait écrit des temps de récolte. Au mois de mai, tu peux cueillir telle affaire, au mois de juin, etc. Mais les temps de cueillette, ils sont légèrement différents avec le réchauffement climatique, évidemment. Et il y avait aussi des belles recettes à expérimenter, mais... Le livre que moi, je suis en train d'écrire, c'est comme un complément à tout ça. Et c'est vraiment un livre qui va être axé plus pour monsieur puis madame tout le monde qui va vouloir en faire, parce que ça va dire étape par étape quoi faire, quoi. Tu sais, t'es rendu là, tu fais telle affaire. Puis les gens, en suivant bien les étapes, ils vont réussir. C'est vraiment extrêmement bien expliqué. Alors, sur le territoire québécois, il n'y a pas eu beaucoup d'écriture par rapport à la teinture naturelle et végétale. Ça a été vraiment juste la transmission orale. Puis si on recule en 1800, fin 1800, début 1900, c'est pas tout le monde qui savait écrire. Puis il n'y avait pas le temps de faire ça non plus. Fait que moi, je suis contente parce que j'ai pu prendre le temps d'écrire ça, et ça va sortir au printemps 2026. Printemps 2026, ça sera un plaisir de le lire. On tiendra au courant les auditeurs. Faire plaisir à chez Culture Lanaudière de le diffuser. Merci. Alors, Céline Desjardins, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Je souhaite bonne chance dans tes projets futurs. Merci. On découvre le livre très bientôt et on ramasse nos pleurs d'oignons pour te les transmettre. C'est parfait. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde.